Bonjour Monsieur Ladouce. Oui, bonjour. Nous voilà aujourd'hui dans la semaine de l'influence. Alors, le mot influence a plusieurs significations. On l'associe souvent au mot pouvoir ou alors à la notion de force. Mais je voudrais tout de suite dire que l'influence a une connotation un petit peu pré-scientifique, voire magique. On parle parfois de l'influence des astres. Donc les êtres humains sont conscients que un objet ou une personne agit à distance sur une autre. Et lorsqu'on n'a pas d'explication très scientifique de ce phénomène, bon, on parle d'une influence. On veut dire que par exemple, quelqu'un a un impact, ses paroles, son attitude ont un certain pouvoir, il arrive à faire des choses aux autres. Et de ce point de vue, je dirais que le mot influence est un petit peu suspect. Parfois, on pense un petit peu à manipulation, envoûtement, parce que justement, l'influence fait appel à des forces qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a des gens qui jouent beaucoup de leur influence. Quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui sait très bien parler, qui a un certain prestige, ben, il va voir que forcément ça a un impact sur les autres. Donc, ces précautions étant prises, je dirais que malgré tout, une personne peut être influente dans le bon sens. Et donc, c'était un petit peu un des aspects des semaines de l'influence, c'était de voir à quelles conditions nous pouvons exercer une influence bénéfique autour de nous. Ok. Donnez-nous quelques exemples de personnes influentes ou celles qui sont influencées. Alors, il y a eu un classement de Michael Hart à la fin des années 70. Michael Hart s'est demandé finalement quelles ont été les personnes les plus influentes de l'histoire. Et curieusement, dans son classement, alors les 10 premières personnes, on trouve 5 fondateurs de grandes religions et 5 personnes que j'appellerais des découvreurs, des inventeurs. Bon, il y a par exemple, sur deux grands savants, Newton et Einstein, personne ne sera surpris, Christophe Colomb, Gutenberg. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont eu beaucoup de pouvoir. On se demande, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis dans son classement des personnes comme Alexandre le Grand ou Platon ou Jules César. Oui, alors aussi des philosophes. Donc là, il faut voir que justement, l'influence est différente du pouvoir. Pourquoi est-ce que Michael Hart parle d'influence? Parce que même si ces personnes sont décédées depuis très longtemps, bon, par exemple, le cas de Muhammad, pour lui, ça a été la personne la plus influente de l'histoire. Il veut dire que quotidiennement, cet être qui a vécu il y a longtemps, qui est décédé, il agit dans la vie des musulmans, et on le voit bien de nos jours, on fait plein de choses, bonnes ou mauvaises, au nom de ce prophète. Pareil pour Jésus, pour Bouddha, etc. Et puis, l'influence, par exemple, de Christophe Colomb, elle se fait sentir indirectement jusqu'aujourd'hui, puisque au fond, il a découvert le Nouveau Monde, et ça a ébranlé finalement, jusqu'à nos jours, ça a eu des conséquences très profondes. Donc, il y a des personnes qui ont détenu un grand pouvoir il y a longtemps, mais ce pouvoir a cessé de nous influencer aujourd'hui. Donc ça, c'est un classement donc, fait par Michael Hart. Alors, il y a aussi des classements qui sont faits de temps en temps sur les personnes les plus influentes actuellement. Bon, vous savez que par exemple, Christine Lagarde est considérée comme l'une des femmes les plus influentes, Angela Merkel. Et là, il faut dire que ce sont des exceptions parce que généralement, dans le classement des personnes les plus influentes, il n'y a encore pas énormément de femmes. C'est souvent des hommes qui sont mis dans ces classements. Et les classements actuels, bon alors il y a des hommes politiques, il y a des chercheurs, des sportifs. C'est des personnes qui souvent ont une grande aura. Alors aujourd'hui justement, on mesure l'influence par la présence sur les réseaux sociaux, dans les médias,
Alors que dans le passé, bon, il n'y avait pas moyen de mesurer l'influence de cette façon. Ok, maintenant des personnes influencées. La personne influencée, alors, dans le bon sens, je dirais une personne qui est prête à être influencée, qui est ouverte, je dirais, à l'influence de ses parents, d'un professeur. C'est une personne qui est réceptive, qui est prête, qui est malléable, mais je dirais dans le bon sens. Bon, prenons un sportif, par exemple. Il a un coach qui veut l'influencer pour l'amener à un haut niveau. Si le sportif est rebelle, je dis mais non, je connais mieux que toi, je serai champion sans toi de toute façon, il y a des meilleurs coachs que toi. Bon, il peut jouer ce jeu-là et en général ça va le desservir. Donc la personne qui est influençable, je dirais dans le bon sens, une personne je pense qui est ouverte d'esprit, qui est prête à apprendre, qui estime qu'elle doit grandir, elle est encore au début je dirais, de ses talents, elle a besoin d'être aidée. Maintenant, on parle aussi des personnes influençables dans le mauvais sens. Alors, pourquoi est-ce qu'on est faible face aux influences? Il peut y avoir des raisons de manque de confiance en soi, ou alors, au contraire, de trop grande certitude, paradoxalement. C'est-à-dire qu'une personne, ça peut arriver qu'il y a des idées fixes, curieusement, elle va se laisser influencer, parfois autant qu'une personne qui n'a aucune idée. Donc là, il y a des mécanismes à étudier, quoi. Alors, on se laisse influencer, alors intellectuellement, moralement. Il y a la pression de groupe, souvent. Bon, chez les jeunes, notamment, comme ils sont assez malléables, ils sont en pleine formation, les adolescents, ils sont très sensibles aux modes, aux effets de groupe. Ils n'osent pas trop aller à contre-courant. Donc il y a aussi l'âge qui fait ça. Et puis on le sait, dans une situation de crise, une personne ou une collectivité va être influençable. Si un pays, par exemple, traverse une situation difficile, il va être sous l'influence de beaucoup de gens, d'experts qui vont lui dire maintenant il faut nous laisser agir, on va vous dire exactement ce qu'il faut faire parce que vous n'êtes plus capable de vous piloter vous-même. Donc on va vous donner un plan de marche et si vous refusez, ça sera catastrophique pour vous. Bon, la personne, souvent, elle va accepter, quoi, ou le pays. Est-ce que la personne influençable, quelles sont les possibilités de sortie de l'influence? Il faut d'abord que la personne ait plus confiance en elle. Par exemple, une personne qui est intellectuellement influençable, il faut lui conseiller de se prendre en main intellectuellement. Mais si elle n'a pas tellement le goût de la lecture, de l'étude, il faut qu'elle le développe, parce que sinon, elle sera toujours... D'autres personnes vont penser pour elle. Elle va suivre l'opinion générale. Donc, il faut donner le goût, je pense, aux personnes de se former intellectuellement. Il y a aussi des personnes qui sont influençables émotionnellement. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Et donc, elles sont très sensibles à ce qu'on leur dit, à l'atmosphère. Il y a aussi des personnes qui sont alors faibles moralement. Elles n'ont pas beaucoup de courage, elles ne sont pas très entreprenantes. Là, il faut vraiment qu'elles développent leur volonté, qu'elles soient plus actives, qu'elles aient vraiment un peu plus de courage. Il faut voir à quel type de personne on a affaire, je pense. Est-ce qu'une personne patiente est une personne influençable? En principe, non, parce que justement, c'est une bonne question. Être patient, c'est se donner du temps, souvent, ne pas réagir de façon impulsive. La personne va prendre un certain recul et elle va, si elle est vraiment patiente, elle va prendre du temps pour se rendre compte de la situation, voir les différents points de vue, bien comparer ce qu'on lui dit, les différentes options, et sa décision aura été, en principe, mûrement réfléchie. C'est une très bonne question. Le fait est que des personnes impatientes qui veulent rapidement régler leurs problèmes,
bon, bah, elle risque d'être influencée par celui qui crie le plus fort, quoi, je dirais, sans essayer d'autres options. Donc là, vous mettez l'accent sur un point auquel je n'avais pas pensé, effectivement, c'est que l'impatience peut nous desservir. Enfin, les personnalités politiques, elles suscitent en nous des espoirs de changement. Elles nous promettent que demain, ça ira mieux, qu'elles ont la solution globale à des problèmes. Et il faut reconnaître que beaucoup de personnes politiques sont inspirées. Elles ont vraiment l'air d'avoir un souffle qui les porte. Elles ont souvent du charisme, elles parlent bien. Et en général, c'est quand même des personnes qui ont fait leurs preuves dans un certain domaine, par exemple au niveau local. Elles ont déjà bien géré une ville, par exemple, ou une région. Alors on se dit, la personne, elle est inspirée, elle a l'air compétente. Souvent, il faut bien le dire, les personnes politiques sont des personnes plus responsables que la moyenne. Je veux dire, elles s'engagent, elles ont une vie publique, elles ont des réseaux. Donc quand elles promettent de faire quelque chose, en général, elles sont accompagnées d'un staff. Et tout ça, c'est de nature à inspirer confiance. Je dis ça parce que, bon, de nos jours, on critique énormément les hommes politiques, à tort et à raison. Mais moi, quand même, je pense qu'il faut leur rendre hommage, parce que c'est quand même difficile, c'est beaucoup de sacrifices. Quelqu'un qui se lance dans la mission publique, bah, c'est quand même au détriment souvent de sa vie privée. Je pense qu'il faut de l'idéal pour faire de la politique. Bon, maintenant, je sais qu'il y a aussi beaucoup de corruption. Ça, je m'en doute. Mais c'est pareil dans tous les milieux. Vous pouvez le voir aussi dans l'économie, dans la religion, dans le sport. Dès l'instant où il y a une certaine ambition, où il y a un certain pouvoir, qu'il soit religieux, politique ou économique, vous avez des risques de corruption. Alors, il y a des personnages politiques qui ont bien utilisé leur influence et d'autres qui s'en sont servis plutôt pour faire du mal, ça c'est certain. Alors, dans le business, il y a le leadership est très important. Imaginez par exemple quelqu'un qui soit capable de créer de grandes richesses, qui a une ascension à la tête de son entreprise, il a réussi à monter une affaire qui marche bien, il donne du travail à des personnes, son nom est connu, ses produits sont connus, il y a des slogans qui font mouche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de capitaines d'industrie qui inspirent du respect. Dans un monde où l'économie est quand même en vedette, ben, les gens se tournent vers les hommes d'affaires, les inventeurs, les bâtisseurs d'entreprises, et souvent leur discours a beaucoup d'impact sur les jeunes, parce qu'on les voit créer de la richesse, et ça compte beaucoup. Alors, après, il faut distinguer les vrais bâtisseurs qui ont, je dirais, une vraie vision de l'entreprise qui est morale, et puis des gens qui font simplement des coups. Il y a des personnes dont les affaires sont basées presque exclusivement sur l'habileté. Ils font des grands coups, et ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont une vision d'un produit, d'une certaine éthique dans l'économie. Simplement, ils sont très doués pour brasser les affaires. Alors là, je pense qu'il faut faire très attention quand même. En France, ici, il y a un homme politique qui avait juré de ne faire la politique, mais on le voit revenir dans la politique. Ah, vous voulez parler de Bernard Tapie? Bernard Tapie. Oui. A-t-il subi de l'influence ou bien il a pensé que son réserve d'influence n'était pas totalement épuisée, alors il veut continuer à influencer? Alors, je ne connais pas suffisamment ce personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui veut toujours exercer de l'influence. Pour lui, ce qui compte, c'est qu'on parle de Bernard Tapie. Bon, il a commencé par faire de la chanson. D'ailleurs, il avait un nom, il s'appelait Bernard Tapaille, quand il était jeune. Et il a du charme. C'est quelqu'un, alors on va dire, il a beaucoup de bagou. Et alors, il a fait des affaires, il a fait de la politique, et il est vrai que les gens l'ont pas mal suivi. Parce qu'il ne parle pas comme un livre, c'est quelqu'un qui parle vraiment avec ses tripes. Et il est un peu différent de la classe politique française habituelle sortie de l'ENA. Il n'est pas compassé.
Quand il parle, on a l'impression qu'il a les gants de boxe pratiquement. Hein. Il est vraiment très remuant. Alors à un moment donné, il avait promis que la politique c'était fini et même un peu les affaires. Il avait même commencé une carrière d'acteur au théâtre. Parce que bon, il a une belle tête, il parle bien. Et au fond, c'est aussi une façon d'influencer. Les acteurs, on sait l'influence qu'ils ont. Alors, justement, on se pose souvent la question avec Bernard Tapie, c'est quelle est la substance qui est derrière? Parce que l'homme est très charmeur, et beaucoup se sont laissés charmer par lui. Il a de la prestance, c'est un bel homme. La vie semble lui réussir. Les gens se disent, tiens, ce monsieur, il est toujours plein de projets, et il inspire confiance. Malheureusement, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un manque de substance. Je pense par exemple que Bernard Tapie, quelles que soient ses qualités, je ne vois pas en lui de doctrine. Je ne dis pas que tous les gens d'influence doivent être des intellectuels, mais je ne sens pas que Bernard Tapie a un message particulier à adresser. Je le vois comme quelqu'un de très habile, de très apte à créer des réseaux, ce qui est bien. Mais alors, justement, il faut faire attention. Parce que c'est pas parce qu'une personne a beaucoup de bagou et beaucoup d'influence qu'elle a forcément la vision profonde qu'on attend. Là, par exemple, il dit qu'il est motivé par le danger du Front National, etc. Mais en général, on sait que réagir à quelque chose de négatif, c'est pas ça qui va vous légitimer. Peut-être qu'il est indisposé par la montée du Front National, comme beaucoup de personnes en France, mais si c'est sa seule raison d'être, je pense que ça ne va pas suffire pour lui. Ok. Parole donnée numéro 227. Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres, affirme Boris Cyrulnik. L'idéal est tout de même qu'une personne suive son élan, sa vocation et son inspiration, tout en faisant bon usage d'influences fécondes et en écartant les parasites. Seul un projet personnel et collectif peut donner un souffle nouveau aux influences, sinon celles-ci seront subies. Oui, alors ça c'était le parole donnée qui avait pour thème inspiration et influence. Parce que d'après Cyrulnik, chaque personne est au fond la somme d'un certain nombre d'influences. Lesquelles? Bon, les influences familiales, les influences du milieu social, du milieu culturel. Bon. Est-ce que nous sommes uniquement une somme d'influences? J'espère que non. Je pense que n'importe quel être humain, il a sa propre personnalité. Prenez une famille, bon, les enfants, ils ont le même moule, si je peux dire, mais ils sont loin de faire la même chose à partir de là. Ils ont tous subi la même influence de papa, de maman. Après, ils vont transformer ça, chacun en un projet. Il y a des familles d'artistes. Je prends la famille Casatsu en France, par exemple. Ils sont tous devenus artistes, mais dans des domaines très différents. Vous avez des familles, par exemple la famille Debré, c'est une famille très connue en France. Ils se partagent un peu entre la politique et la médecine. Et aussi, il y en a qui sont de bons écrivains. Il y a un moule, et après, chacun a ses talents. Et donc, il y a une relation qui se fait entre ce qu'on a appelé les influences et l'inspiration. Les grands génies, par exemple, ont réussi à transformer une somme d'influences en un projet personnel. Je pense à Beethoven, c'est un compositeur qui était d'abord très influencé par Haydn, aussi par Mozart un petit peu, et assez rapidement, Beethoven a largué les amarres de toutes ces influences, il a créé son propre style. Et en grande partie, c'est lui qui a influencé toute la musique moderne. Donc c'est important pour nous de faire une bonne synthèse. Une personne qui veut réussir ne peut pas nier le rôle des influences. Elle ne peut pas dire, mais écoutez, je suis un génie, ça se voit, enfin, c'est marqué sur ma tête. Non, on doit être humble. On met du temps à s'affirmer. Bon, il y a parfois des génies précoces, je le concède,
Mais en général, pour que quelqu'un réussisse, il faut quand même que pendant des années, il soit à l'école de maître, il apprenne, et c'est petit à petit que sa personnalité va s'affirmer et qu'il va faire une synthèse de beaucoup d'influences. Ok. Parole donnée numéro 228. Dans une société de partage et de convivialité, l'intelligence peut être collective et les sentiments s'harmoniser. Les espaces de ce genre se multiplient, mais nos pensées et nos actes restent aussi les cibles de groupes de pression et de mode. Il faut donc être vigilant sans rester neutre ni isolé. Pour répondre à l'emprise des influences, des minorités libres et responsables doivent se fédérer autour de principes et de valeurs et d'avoir l'ascendant par leur exemple contagieux. Oui, alors actuellement il y a de plus en plus de réseaux de convivialité et de partage. On peut s'influencer réciproquement et il faut espérer qu'il y aura de moins en moins de lobbying dans le sens, je dirais, négatif. C'est-à-dire des personnes qui exercent des pressions sur les autres. C'est vrai que dans un sens, il y en a de plus en plus. Et allant contre cette tendance, il y a une tendance conviviale de partage. Je répands de l'influence, j'en reçois aussi. Les frontières deviennent poreuses, on communique beaucoup. Et il y a une bataille, une véritable bataille, parce que de grands groupes publicitaires essayent de s'immiscer dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de lobbying, et il y a en même temps beaucoup de gens qui veulent résister à ces influences, qui veulent diffuser des logiques de partage. Alors j'espère que de plus en plus, nous aurons une certaine maturité. Nous devons arriver à un partage équitable des influences. On peut tous s'apporter les uns les autres. Et on peut tous apprendre avec des gens qui ont des compétences différentes. Et on doit éviter, même si on est persuadé d'avoir raison, d'être dans une attitude de lobbying, de déstabiliser les gens en leur disant « mais je suis plus fort que toi, je vais t'aider, je fais ça pour ton bien ». Je pense que même la personne très sûre d'elle, par pudeur, par respect, elle ne doit pas venir comme ça, avec un savoir tout fait. Elle doit toujours essayer comment dire, que la personne à qui elle a affaire trouve le plus possible par elle-même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour Steve Chandler, notre influence grandit au moment où un rêve futur se transforme en une action présente. La personne influente n'est pas toujours celle qui détient l'autorité. Toute collectivité doit tirer parti des personnes originales et des minorités créatrices porteurs de projets novateurs. L'entourage d'abord réticent peut finir par se rallier. Oui, alors ça c'était le parole donnée sur la personne influente. Ouais. Je me rappelle qu'on a essayé de distinguer 7 critères pour essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'une personne est influente. Alors je ne dis pas que toutes les personnes influentes répondent à ces 7 critères. Le premier, c'est d'être inspiré. Mais je dirais, il faut être légitimé. N'importe qui ne peut pas s'improviser, par exemple, intellectuel influent ou personne, guide spirituel influent ou chef d'entreprise influent. L'inspiration dont on se réclame, elle doit être légitime. On est, par exemple, guide spirituel dans une certaine tradition, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit, je ne sais pas, chrétienne, musulmane. On ne peut pas s'improviser comme ça gourou du jour au lendemain. On doit passer par des écoles et des traditions. La deuxième chose qui fait la personne influente, c'est sa promesse de bonheur, ce qu'on appelle les béatitudes dans l'Évangile. Jésus, au début de son ministère, au sermon sur la montagne, il dit « Heureux les... » Alors, vous connaissez toutes les béatitudes, le discours sur les béatitudes, 10 fois il prononce ce mot. Martin Luther King, il a de l'influence parce qu'il promet que bientôt, les choses
iront mieux. Bien sûr, il y a des prophètes de malheur. Il y a des gens qui disent « Oh, attention, là on frôle la catastrophe. Alors vous allez m'écouter parce que ça va aller très mal. » Mais je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. Je crois que les gens les plus influents, c'est ceux qui nous font entrevoir un bonheur plus grand. Et dans le cas de Martin Luther King, de Gandhi, on les a suivis parce que ça avait l'air très vrai. Ensuite, il y a je dirais, le troisième point, c'est la capacité de personnifier. Une personne influente ne peut pas être simplement un haut-parleur. Je veux dire, ça y est, il tient des discours un peu mécaniques. On doit voir qu'il incarne le discours, qu'il le vit, qu'il est vraiment habité. Il est, je dirais pas possédé, mais on sent que la personne, elle vit ce qu'elle pense. Elle est pénétrée de cela. C'est pas un fonctionnaire. Elle est habitée par son projet. Je dirais, elle vit, elle dort avec, elle mange avec. Elle est complètement pénétrée de ça. Et ça fait tache d'huile. Beaucoup de gens, alors, s'identifient à ce personnage. Parfois, c'est même un peu ridicule. On l'imite. On le singe un petit peu. Et il faut espérer que les gens influents ne jouent pas trop là-dessus. La quatrième chose, c'est la capacité de la personne influente de traduire ses paroles dans des actes cohérents. Par exemple, l'enseignement de Jésus s'exprime dans des actes précisément qui sont évangéliques. Lorsqu'une personne dit une chose, sa théorie est intéressante, mais ses actes sont banals. Il agit comme tout le monde. Il va perdre en influence. Ce qui nous frappe, c'est le côté acteur. La personne dit une chose et elle a une façon d'agir qui est exactement conforme à sa rhétorique. Je pense à Gandhi, par exemple. Il avait des gestes admirables. Les gens voyaient que ces gestes étaient remplis de symboles, qu'il était l'incarnation du verbe qu'il prononçait. Ça a un énorme impact. Bon, Martin Luther King aussi a fait des actions mémorables. Donc non seulement il avait un discours prenant, mais ses actions avaient quelque chose d'assez fascinant. Toute sa gestuelle, ce que j'ai appelé parfois dans ces semaines de l'influence, la mise en scène. Alors, le cinquième facteur, ça va être l'interaction et la capacité de faire équipe. Une personne est vraiment influente lorsque elle est entourée de quelques disciples. On sait que Gandhi n'était pas tout seul, Martin Luther King non plus. Toutes les personnes influentes, à un moment donné, elles sortent de leur isolement, elles vont avoir tout un réseau de personnes qui ne sont pas forcément leurs clones. Justement, souvent, à côté des personnes influentes, on peut trouver des personnes qui ne prennent pas trop la lumière, des gens beaucoup moins charismatiques, mais qui sont de très bons conseillers. Le propre d'une personne influente, c'est justement sa capacité de créer un réseau. Son influence va être réduite si elle reste toute seule, genre prophète solitaire, incompris. Bon, je suis un génie méconnu, les gens n'ont pas bien compris. Voilà. Okay. Alors, les sixième et septième critères, c'est ce qu'on appelle en anglais « to be the right person in the right place at the right moment ». Être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. La personne influente, c'est quelqu'un qui intervient vraiment au bon moment. Elle a le sens du timing. C'est très frappant de voir que des gens ont vraiment l'art d'être exactement là quand il faut. Et ils sont rassurants dans des situations de crise ou de, je ne sais pas, des lieux de critique. Et là, la personne, on a vraiment l'impression que tout le décor attend sa venue. On va me dire, bon, c'est le côté un peu homme providentiel. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de cette capacité d'arriver à gérer une situation très complexe. Okay. La sphère d'influence est souvent une sphère de domination. Mais on peut aussi la concevoir comme un rayonnement spirituel et moral non intrusif. Une émulation par exemple. Pour jouer un rôle fécond et influencer les décisions importantes, on doit s'impliquer dans les projets, répondre présent, éviter des choix trop partisans. Notre zone d'influence dépend en grande partie de notre capacité à harmoniser notre projet personnel et les aspirations collectives. Oui,
Alors, la zone d'influence, c'est un terme au départ de géopolitique. Les grandes puissances ont leur zone d'influence et elles dictent un peu la politique, alors directement ou indirectement, de leurs satellites. Mais maintenant, on parle de plus en plus de zones d'influence dans la sphère personnelle. Il y a des gens, par exemple, qui ont une zone d'influence assez réduite. Mis à part une influence sur leur famille, sur quelques amis, bah, ça s'arrête là. Ils n'ont pas beaucoup de rayonnement. Et c'est une bonne chose d'arriver à accroître sa sphère d'influence. Et ça se travaille. Il y a tout un art, à condition de le vouloir, bien sûr, et d'en avoir besoin, de projeter son influence bien au-delà d'un cercle initial. Il y a des personnes qui, au départ, elles ont prêché, je dirais, pour leur propre paroisse. Elles ont répandu un discours auprès de gens qui étaient déjà convaincus. Et à partir de là, est-ce qu'on arrive à étendre cette zone d'influence? Et qu'est-ce que l'on va faire pour convaincre des indécis, voire des personnes qui ont des points de vue diamétralement opposés? Il y a des personnes dont l'influence est telle que même leurs adversaires les respectent énormément. Ils disent, bon, on n'est pas du même bord, mais je reconnais que cette personne est très compétente, très sérieuse, et donc je suis obligé de me situer par rapport à elle, tellement son emprise est grande. Donc ce sont les aspects dont nous avons parlé à ce moment-là. Ok. Le don est une sorte d'influence qu'on exerce sur le bénéficiaire? J'ai pas compris la question. Le don est une sorte d'influence qu'on exerce sur le bénéficiaire? Oui, il y a des personnes qui sont effectivement douées, elles ont de la grâce. On est un petit peu inégaux, par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup de grâce naturelle. C'est inné pratiquement, hein, ils ont du charme. Ça se repère dès l'enfance, ça. Il y a des personnes très tôt dans leur famille, elles ont eu un don incroyable de toucher maman, de toucher papa, de s'imposer par un charme spécial. Et puis dans l'âge adulte, ça se confirme. Alors, c'est un peu injuste dans un sens. Parfois on est jaloux de ces gens-là. On se dit, mais moi, je n'ai jamais eu cette grâce-là. Tout a toujours été difficile pour moi. Je ne suis pas aussi brillant. Je dois chercher mes mots. Je ne suis pas à l'aise. J'ai peur en public. Ben, il y a des gens, on les met partout, tout de suite. Ils attirent la foule. Moi, ce n'est pas mon cas. Malgré tout, je pense que dans l'un et l'autre cas, il y a un prix à payer. Les gens qui ont ce charme, ça peut se retourner contre eux. Si justement ils en jouent trop et qu'ils n'ont pas de bons principes, ils ne travaillent pas assez, eh bien rapidement ils vont perdre cette grâce. Et inversement, il y a des gens qui partent alors de pas grand-chose, et puis à force de travailler, d'être vertueux, je dirais, de se fixer une grande discipline, peut-être qu'un jour, justement, ils vont arriver, eux aussi, à prendre la lumière. Et puis un jour, on va vraiment les écouter, on va les trouver, eux aussi, charmeurs, alors qu'au départ, ils ne l'étaient pas du tout. Donc, je pense qu'il ne faut jamais être trop jaloux les uns les autres, ou au contraire, mépriser les gens qui n'ont pas les mêmes dons que nous. Il faut être très prudent avec tout ça. Existe-t-il des auto-influences? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a une partie de nous qui voudrait jouer un certain rôle. Et alors, il est vrai que parfois, on est un peu dupé par soi-même. On se joue un peu la comédie. Il y a d'ailleurs un philosophe qui vient d'écrire un livre là-dessus. Il s'est étonné que les plus grands esprits aient parfois prêché des doctrines qu'eux-mêmes ne vivaient pas. Il prend le cas, par exemple, de Jean-Jacques Rousseau, qui a dit des choses merveilleuses sur l'éducation. Or, on sait qu'il n'a pas été, hélas, un très bon père. Et donc, ce livre qui vient de sortir parle de l'art de se mentir à soi-même. Alors, je pense que pour éviter ça, il faut sans cesse se remettre en cause.
ne pas être dupe de son personnage, se critiquer mais ouvertement et se dire mais tu es un peu un charlatan quand même, tu t'es auto-abusé, bien des fois tu t'es fait croire des balivernes. Il faudrait peut-être redescendre un petit peu, quoi. Il ne faut pas hésiter à se remettre en cause. Mais là, on touche quand même un problème délicat. Parce que, d'un autre côté, si vous n'avez pas, comment dire, ce bagou, hein, si vous n'arrivez pas à vous entraîner vous-même, bah, vous n'irez pas non plus très loin, quoi. Il y a des personnes, justement, elles se critiquent tellement, elles sont si peu dupes d'elles-mêmes qu'elles stagnent aussi, hein. Donc, c'est un équilibre très délicat à trouver. Je pense qu'on doit toujours se forcer un petit peu quand même. À se perfectionner. Oui, c'est ça. Et puis, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de rêve, qui est trop terre à terre, il n'ira pas loin. Il y a des personnes donc, qui ont mis longtemps avant d'être à la hauteur de leurs rêves. Pendant longtemps, elles ont eu ce côté un peu charlatan, un peu imposteur, et elles le savaient du reste. Au fond d'elles-mêmes, elles n'étaient pas dupes, elles se disaient « j'en trompe du monde », à commencer par moi-même. Et puis la personne, malgré tout, a fini par atteindre une vraie sincérité. C'est pour ça que c'est un problème vraiment délicat. C'est une excellente question que vous soulevez, et je pense qu'on doit être charitable avec nous-mêmes. Okay. Mais quelle est la meilleure position de subir ou de ne pas subir l'influence? C'est celle de rester en groupe ou bien en dehors du groupe? Je pense qu'il faut les deux. Il y a, dans chaque journée, il y a un temps qui doit être pris avec les autres et on doit avoir le courage de jouer le jeu. Quand vous êtes en groupe, vous en prenez plein la figure parfois. Bon, vous allez recevoir des compliments et il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Il y a aussi des gens qui vont vous dire vos 4 vérités. Et tout ça, on doit en tenir compte. C'est important pour notre formation. Quand on a vécu une journée comme ça, il faut prendre une certaine retraite. Il faut trier là-dedans. Il y a des gens qui vous ont fait des compliments. Sur le coup, ça vous a fait plaisir. Après, vous vous dites, bon, est-ce que c'était vraiment mérité? Est-ce que c'est utile? Et les gens qui m'ont critiqué, bon, il y en a, c'était vraiment parce qu'ils ne m'aiment pas, c'était un peu gratuit. Mais il y en a d'autres, ils m'ont dit mes 4 vérités, et je dois reconnaître que j'en ai besoin. Je ne peux pas, peut-être sur le coup, comme ça, je les ai envoyés balader, mais en réalité, si je suis honnête, il n'y a pas de haine derrière ça. C'est des gens qui, simplement, ils ne se laissent pas prendre à mon charme. Ils me disent, mais attends, je ne suis pas dupe de ce que tu me racontes, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne pense pas du tout la même chose, je te l'ai dit plusieurs fois déjà. Et au lieu de mal le prendre, on essaye de faire bonne figure. On se dit, mais cette voix que j'ai entendue, elle n'est pas infondée en réalité. Alors il faut un équilibre entre les deux. Je pense que les gens qui ont peur de la confrontation et qui veulent rester simplement isolés, ils vont manquer quelque chose. Maintenant, les gens qui sont tout le temps en groupe et qui ne prennent pas le temps de la réflexion de la retraite, ils vont aussi le payer cher. Parce que là, ils sont de véritables caméléons. Tout le monde va déteindre sur eux. Ils vont prendre la température d'ici ou là, ils vont constamment changer. Moi, je suis partisan d'un bon équilibre entre les deux. Ok. Maintenant, dans quelle position aimeriez-vous incarner? Être influent ou bien être influençable? Ben, je sais que moi, j'étais un bon élève. Et j'étais très attentif à mes professeurs en général. Et je me suis aperçu que justement, quand on parle, on aime avoir quelqu'un d'attentif. Alors moi, j'étais vraiment très attentif. J'aimais beaucoup plaire à mes professeurs. J'étais le genre, enseigne-moi. J'avais cette attitude. Donc, c'était de recevoir à être influencé. Oui, et je me souviens bien du nom de mes professeurs. Et de l'extraordinaire influence qu'ils ont exercée sur moi, notamment en littérature. Mes parents aussi m'ont influencé. Et je me souviens aussi, alors, quand j'étais jeune, j'étais influençable par mes camarades.
Et ça, justement, j'étais conscient de ça, c'était un peu douloureux parfois par moi. J'imitais beaucoup certains, quoi. J'ai mis du temps avant de trouver ma voie, quoi. Mais quand même, je regarde que dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir de bons maîtres jusqu'à un certain âge. Peut-être jusqu'à l'âge de mes 30 ans. J'ai eu beaucoup de modèles qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Et j'y pense beaucoup, beaucoup. Chaque jour, je pense à ces personnes, en fait. Je me remémore ce qu'elles m'ont appris. Et je rends hommage à mes maîtres. Souvent, je fais l'éloge de quelqu'un et je dis vraiment, cette personne m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'aime bien être influencé. Je suis un bon, comment dire, si je trouve quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose, moi, je vais prendre plein de notes, je vais jouer le jeu, quoi. Maintenant, par mes activités, je suis amené je me rends compte, à influencer les autres. Et parfois, j'en ai un tout petit peu peur. Parce que je suis quand même pas trop dupe, quoi. Et parfois, ça m'arrive de dire des choses en public. Puis, je sais pas, les gens, ils prennent ça pour argent comptant. Alors que moi, j'en suis pas si sûr au moment où je le dis, quoi. Et parfois, même après une réunion, je suis pas tellement fier de ma prestation. Mais je vois les gens, ils ont pris plein de notes, ils m'ont dit oh c'était formidable, ils vont peut-être répéter ça. Et moi je me dis bah si je pouvais revenir en arrière et corriger ça m'arrangerait plutôt, quoi. Ok. Mais quel conseil pourrez-vous donner aux gens? C'est de subir l'influence ou bien d'être des personnes influentes? Disons que il y a une partie de notre vie, toutes les années de formation, où on doit être ouvert. Alors, être influencé ne veut pas dire non plus être tout le temps influençable. D'ailleurs, un maître ne cherche pas à avoir des disciples influençables. Il souhaite qu'ils soient ouverts, qu'ils soient malléables, si je puis dire, mais en même temps actifs. Un professeur ne veut pas faire du par cœur. Il veut que ses élèves découvrent par eux-mêmes. Parce qu'au fond de lui-même, il souhaite avoir des élèves qui dépassent le maître. Sinon, ce n'est pas un bon professeur. Alors, il y a toute une partie de notre vie où on doit accepter de bon cœur et même rechercher de très bon cœur les influences positives. On doit aller voir les meilleurs spécialistes, les grands, quoi. Et on doit les admirer, on doit se dire, par exemple, je ne sais pas, un jeune avocat, ben, il va aller écouter les grands ténors, les orateurs, il va voir, et il va applaudir de bon cœur. Il va apprendre les ficelles du métier. Bon, peut-être qu'un jour, il sera un peu plus cynique, désenchanté, il va se dire, oh, ce grand maître, ce ténor, finalement, je me suis aperçu qu'il n'était pas si grand que ça. Mais je pense qu'il y a une partie de notre vie, on doit être naïf, on doit admirer ces grandes stars, on doit les... Pourquoi même pas, je ne sais pas, avoir leur poster s'il le faut, hein, on doit avoir ce cœur plein d'enthousiasme. Après, on a le temps de relativiser. Et à un moment donné, il ne faut pas hésiter à être nous-mêmes des influenceurs, mais sans en abuser. Je pense que si on nous demande d'avoir une certaine influence, il ne faut pas faire les gens trop timides en disant non, 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 moi j'influence personne, je suis juste un technicien, quoi. Non, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à vouloir former d'autres personnes, mais à moins qu'on soit vraiment très très doué, hein, on est vraiment un génie, c'est clair et net, je pense qu'on doit toujours le faire avec humilité. On ne doit jamais se prendre pour quelqu'un de tellement fort que tout le monde doit vous écouter. On doit toujours se former et apprendre en faisant ça, quoi. Quelle est la meilleure formation d'une bonne personne, d'une personne bien positionnée? Ben, je pense qu'il y a les personnes qui ont vécu de bonnes influences, c'est des personnes qui ont reçu cette influence dans l'amour. Plus vous aimez vos maîtres, vos parents, et vous avez confiance en eux, plus l'influence a été basée sur des choses positives, et non pas sur la crainte ou une vénération un peu obséquieuse, une admiration sans borne et qui n'est pas très saine, de l'idolâtrie, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc s'il y a cette relation d'amour profonde, ça c'est positif. En plus, il faut avoir reçu
un certain bagage, alors intellectuel ou une tradition. La personne qui vous forme doit vous avoir donné des outils. Elle vous a donné de l'affection, mais elle vous a donné aussi une structure. Bon, si par exemple c'est une influence intellectuelle, elle vous a donné de très bons outils. Pas simplement des recettes, mais des outils, des façons de penser qui vont vous servir. Un artisan, il va transmettre certaines techniques. Dans le sport, bon, certains gestes, etc. Et puis je pense que l'aspect moral est très important. La bonne influence, c'est celle qui vous fait devenir meilleur. Je pense que les bonnes influences, il y en a qui nous rendent filous, calculateurs, c'est des mauvaises influences, je dirais. Mais toutes les influences qui nous ont aidés à grandir, à nous dépasser, les gens qui nous ont mené la vie dure, ils nous en ont fait baver, ils nous ont donné une bonne éducation, mais ils nous ont toujours demandé le meilleur de nous-mêmes. Ils disent, mais toi, la espèce d'incapable, quand est-ce que tu vas atteindre l'excellence? Tu vas t'y mettre, oui ou non? Et au début, on souffre de ça. Et puis finalement, on se dit, mais c'est bien, il a été sévère avec moi-même, mais c'était pour mon bien. Et ça, en général, vous allez le reproduire sur les autres. Vous allez être exigeant, mais dans le bon sens. Vous n'allez pas tartiner les gens en leur disant c'est tout bien ce que vous faites, c'est de la pommade. Non, vous allez vouloir demander le meilleur, parce qu'on a demandé aussi le meilleur de vous. Quel est le meilleur ami que vous connaissez? Mais moi, j'ai énormément de respect pour celui que j'appelle mon père spirituel, celui qui m'a fait connaître cet enseignement. C'est la personne avec laquelle je parle le plus ouvertement. Non seulement il a eu un rôle décisif au moment où j'ai accepté ses convictions, mais depuis des décennies, il a toujours été le meilleur conseiller pour moi. Dans les moments très difficiles de ma vie, comme dans les moments les plus heureux. Ok, avez-vous quelque chose que vous avez oublié de nous dire? Disons que en cette fin d'année, nous devons essayer d'exercer une meilleure influence tout au long de l'année 2016. Nous devons trier dans l'influence que nous répandons les aspects un petit peu négatifs qui sont dus à notre ego et les aspects positifs qui sont dus à la part divine qui est en nous. Moi je crois en Dieu, je dirais laissons Dieu davantage travailler en nous en 2016 parce que la meilleure influence que nous avons, elle vient de Dieu. Et essayons de mettre de côté tout ce qui vient de notre ego boursouflé, de nos... Bah oui, tout ce qui vient de nous, tout le gras. Je ne dis pas qu'on doit avoir aucune influence personnelle, mais essayer de la réduire, d'être discret. Ok. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Okay. Merci, M. Lagas.